Arrêtons-nous 2 secondes. Si Noël vous épuise, ce n'est pas parce que vous en faites trop. Ce n'est pas parce que vous êtes désorganisé, sensible ou pas assez zen. C'est parce que, sans vous en rendre compte, vous essayez de réussir le Noël de tout le monde à la fois. Et ça, c'est littéralement impossible. Et non, je vous arrête tout de suite. Vous n'êtes pas fragile, vous n'êtes pas trop, vous êtes juste humaine. Et vous portez beaucoup plus que ce que les autres ne voient. Aujourd'hui, je vais vous montrer pourquoi ce mythe du Noël parfait n'a jamais existé et comment il nous piège année après année et comment retrouver un Noël qui respire, un Noël vivant. Ce que vous allez entendre maintenant, j'aurais aimé l'entendre il y a 10 ans. Ça aurait changé ma façon de vivre décembre et probablement mon niveau de fatigue aussi. Bienvenue dans l'Odyssée d'un parent d'aujourd'hui. Ici, on parle vrai, on parle humain, on parle vivant et parfois un peu chaotique. Je suis Stéphane, coach parental, sophrologue, maman de 3 enfants devenus pré-ados et ados, et j'accompagne les familles à travers ce qui est beau, ce qui déborde et ce qui fait beaucoup de bruit à l'intérieur, la parentalité. Aujourd'hui, j'ai envie qu'on enlève une couche, une grosse, celle du Noël impeccable qu'on essaye de fabriquer année après année. Alors que ce qu'on veut vraiment au final, c'est juste un moment doux, simple, chaleureux. Alors si cette année vous avez envie d'une fête qui ne vous écrase pas, si vous avez envie que votre corps souffle un peu, et si vous avez envie de vivre votre Noël, pas celui qu'on attend de vous, alors vous êtes au bon endroit. Et pour comprendre ce qui se joue vraiment, j'ai envie de vous raconter une scène qui un jour a fait exploser toute ma vision de Noël parfait, celle qui m'a appris une chose essentielle. Personne ne vit vraiment la même soirée, même quand on est tous assis à la même table. Il y a quelques années, on fêtait Noël chez mon frère. Le décor était magnifique, la table impeccable, les bougies, la playlist douce. Un vrai décor de film. Vous savez, les films qu'on voit à la période de Noël. Le genre de soirée où tout est tellement parfait que vous sentez presque la pression dans l'air. Ne touchez à rien, respirez doucement, souriez. Et puis en plein repas, la bombe. Ma mère commence à raconter une dépression sévère qu'elle avait traversée il y a quelques années. Aucun signe avant-coureur, juste une bascule dans la conversation. La pièce s'est ratatinée, mais en 3 secondes. Mon frère et moi, mais figés comme 2 passagers pris dans un trou d'air sans ceinture. Les enfants, eux, ils vivaient un autre Noël. Ils riaient, ils jouaient, ils construisaient des mondes en Lego. La même pièce, 3 personnes, 3 réalités. 3 Noëls totalement différents. Et cette scène m'a appris un truc fondamental. On croit qu'on vit le même Noël ou le même événement. En vrai, chacun vit son Noël, avec ses émotions, ses histoires, son niveau d'énergie, ses attentes aussi. Et ça ne se voit pas sur les photos. Un autre souvenir me revient. Mon mari avait préparé le plat principal. Il sort le plat du four, il goûte. Et là, je le vois se décomposer. Et il râle. C'est raté, trop cuit, tout est gâché. Alors que moi, sincèrement, je trouvais ça plutôt bon. Mais surtout, au final, ce n'est même pas de ça dont je me souviens aujourd'hui. Mon corps, lui, a gardé bien d'autres choses. Il a gardé les rires, les discussions, les lumières du sapin, tout ça. Et en le regardant paniquer devant son repas, j'ai eu un flash. Vous savez, ces souvenirs pop culture qui surgissent tout seuls dans notre tête. Un épisode de Friends. J'adore Friends. L'épisode où Rachel mélange 2 recettes et se retrouve avec un dessert, mais complètement improbable. Tout le monde trouve ça infâme, et pourtant il le mange. Le seul qui trouve pas ça infâme, c'est Joey, qui lui ne voit absolument pas le problème. Il dit custard, good. Jam, good. Meat,
Good. Même scène, plusieurs réalités, plusieurs vérités parfaitement coexistantes. Et là, ça m'a frappée. Comment pourrait-on réussir un Noël pour tout le monde alors que chacun vit un film intérieur totalement différent? En fait, on ne peut pas. Et juste ça, c'est super libérateur de le comprendre. Parce que ce décalage entre ce qu'on imagine et ce que chacun vit réellement, c'est déjà une première couche. Bon, il y en a encore d'autres. Et c'est là que Noël commence à peser. Si Noël devient si lourd, ce n'est pas parce qu'on manque d'organisation, ce n'est pas parce qu'on n'est pas à la hauteur. C'est juste parce qu'il y a trop de choses qui se superposent. D'abord, il y a l'image. La tenue, la table, les photos. On veut que ce soit beau, harmonieux, comme il faut. On devient tout un peu des Monica Geller en puissance. On veut le centre de table digne d'un magazine, et au final, ce dont on se souvient, c'est plutôt la dinde sur la tête. Ensuite, il y a la charge émotionnelle. Tout le monde ressent trop, mais pas au même endroit. Les enfants s'emballent, s'excitent, les ados boudent, ils font leurs ados. Et les adultes redeviennent parfois des enfants blessés. Ça ravive des souvenirs, des manques, des tensions anciennes. Et au milieu de tout ça, il y a vous. Vous qui essayez de maintenir la paix, de faire tampon, de réguler l'ambiance, comme si vous étiez responsable du climat émotionnel général. Comme si quelqu'un vous avait donné un jour la mission invisible de gardienne de l'harmonie. Et si c'est devenu votre rôle, ce n'est pas parce que vous l'avez choisi souvent. C'est parce que votre système familial s'est appuyé sur vous. Et puis, il y a encore une couche. Il y a tout ce qui ne se voit pas. Les listes mentales, les menus adaptés, les allergies, les budgets, les tenues des enfants, les trajets à coordonner, les qui risque de dire quoi, qui il ne faut pas asseoir à côté de qui, et comment éviter que ça parte en vrille. À ce stade, ce n'est plus préparer Noël, c'est le porter. Et quand on porte tout, ça finit par se sentir dans le corps. La nuque qui se tend, les épaules qui se figent, le souffle qui se raccourcit, le plexus qui se serre un peu plus chaque jour de décembre. Si vous écoutez votre corps, vous allez sentir plein de petites gênes ou petites sensations. Et c'est souvent à ce moment-là, quand on sent physiquement que décembre commence à prendre trop de place, qu'il se passe quelque chose de très humain. On commence comme à se diviser intérieurement. Vous savez, ce moment où on a l'impression qu'il y a plusieurs nous qui débattent en même temps. Une part qui veut que tout soit impeccable. Une autre qui dit « mais j'en peux plus, je veux m'arrêter ». Une autre qui tente d'organiser, de sauver la situation. Et une autre enfin qui aurait juste besoin de s'asseoir 5 minutes. Bon, on ne l'appelle pas comme ça, mais on vit toute une sorte de conseil intérieur. Et chez moi, peut-être parce que j'ai toujours aimé la mythologie ou parce que ça rend les choses plus légères ou plus parlantes, j'y vois une sorte de petite assemblée grecque, un panthéon des dieux et des déesses grecques, un mini panorama de déesses, pas celle des temples, non, mais celle du quotidien, des émotions, des tensions, des besoins. Et chaque année en décembre, ce petit panthéon intérieur s'anime. Et il s'anime fort. Il commente, il s'agite, et il s'oppose même parfois. Et dans ma tête, à Noël, j'ai un vrai petit conseil intérieur. On est nombreux dans ma tête. Et là, c'est les déesses et dieux grecs qui s'invitent. Héra, elle veut que tout soit impeccable, surtout pour le regard extérieur. Athéna, elle adore faire des listes, et des listes de listes, et des listes de listes de listes. Déméter, elle a peur que quelqu'un manque de quelque chose, un cadeau, une attention, un mandou. Et puis, il y a les trois autres, celles qu'on fait souvent taire, celles qu'on n'écoute pas forcément. Estia qui voudrait juste qu'on respire, qu'on baisse un peu la lumière, qu'on s'assoie, et qu'on sente la chaleur de la pièce. Il y a aussi Artémis qui rêve de s'échapper juste 10 minutes, de marcher seule dehors, juste pour retrouver le silence dans sa tête. Et il y a Dionysos enfin. Dionysos, lui, pose presque la seule question qui pourrait compter.
On s'amuse quand? À Noël, très souvent, on laisse Héra et Athéna gouverner. Elles colonisent le salon, la cuisine, le planning. Elles prennent toute la place. Mais un Noël équilibré, c'est un Noël qui ne nous écrase pas. C'est un Noël où Hestia, Artémis et Dionysos ont aussi le droit d'exister, ont aussi le droit de parole. On a le droit d'avoir besoin de calme, le droit de respirer et le droit de s'amuser aussi. Et ce petit conseil intérieur, on le retrouve un peu partout dans notre maison en décembre. Même dans un endroit auquel personne ne penserait l'y trouver. Le sapin. Pas le sapin Pinterest ou Insta, le vrai sapin familial, celui qui est surchargé en bas parce que les enfants décorent à hauteur de bras. Celui qui est tout nu derrière aussi parce que personne ne regarde de ce côté-là. Celui où les décorations bricolées à l'école côtoient les vieilles boules un peu écaillées. Celle où la guirlande est un peu moche, mais qu'on garde depuis 10 ans parce qu'on l'aime bien. Celui où l'étoile refuse obstinément de tenir droit. Ce sapin-là, il raconte quelque chose. Il dit, on fait comme on peut avec ce qu'on a depuis là où on en est. Il dit que la beauté n'est pas dans la perfection. Elle est dans l'histoire qu'on est en train de vivre et d'écrire ensemble. Et si Noël, c'était ça en fait, un moment décoré par chacun, avec ses mains, son âge et son humeur du moment. Pas un décor à valider, un espace à habiter. Et ce sapin-là nous montre quelque chose d'essentiel, que la beauté, c'est l'espace. L'espace que chacun prend, l'espace qu'on laisse, l'espace qu'on ne remplit pas. Alors, comment est-ce qu'on crée cet espace-là dans tout le reste du mois de décembre? Alors vous allez me dire, mais comment on allège sans tout casser? Comment on fait pour que Noël respire sans devenir le Grinch, sans tout envoyer balader? On ne révolutionne pas tout, on enlève juste une couche. Juste une. On peut commencer par une question toute simple. Est-ce que je fais ça par envie ou par peur de décevoir? Rien que cette question, si vous la laissez descendre dans le corps, elle clarifie beaucoup de choses. Je vous la repose. Est-ce que je fais ça par envie ou par peur de décevoir? Et maintenant, une autre question que j'aime bien. Si je dis oui à ça, à quoi est-ce que je dis non pour moi? Et là, parfois ça fait tilt. On se rend compte qu'en disant oui à une énième tradition, on dit non à notre sommeil, à un moment doux avec les enfants, ou à une vraie pause pour notre corps. Alors on peut choisir d'enlever une seule chose. Pas les gestes qui comptent pour vous, pas les rituels qui vous nourrissent, juste une couche qui ne vous appartient pas ou plus. Un automatisme, un « mais on a toujours fait comme ça, alors pourquoi changer ?» Une attente qu'en réalité, personne ne vous a explicitement demandé. Et puis, il y a la délégation, la vraie. Pas « je te confie ça, mais je reste derrière à vérifier ». Ça, ce n'est pas de la vraie délégation, c'est de la supervision déguisée. La vraie délégation, c'est « je te confie ça, tu le fais comme tu veux, et moi, je lâche ». Ce geste-là change quelque chose dans votre liste mentale et dans votre corps. Parce que tout à coup, vos épaules baissent d'1 centimètre. Vous respirez un peu plus profond. Et vous avez peut-être enfin 2 minutes pour goûter votre propre soirée. Alors voilà, un Noël vivant vaut toujours mieux qu'un Noël parfait. On ne se souvient pas de la nappe repassée, on se souvient d'un rire, d'une lumière qui clignote, d'un plat trop cuit qu'on a mangé quand même, d'un cadeau emballé de travers, d'un moment où on s'est senti ensemble. Alors cette année, posez-vous simplement cette question. Qu'est-ce que j'ai envie que mes enfants ressentent? Qu'est-ce que moi j'ai envie de ressentir? Et qu'est-ce que je peux enlever pour que ça ait la place d'exister? Et la semaine prochaine, on parlera de quelque chose de fondamental.
comment la famille peut vraiment prendre le relais et comment vous pouvez arrêter de porter tout toute seule. À très bientôt!